Pour la prochaine séquence, on va tenter de résoudre une grande question. Une question qui va être cruciale pour les années à venir. Comment mettre l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative au service de la durabilité? Alors les plus alarmistes diront impossible, tant les modèles aujourd'hui d'intelligence artificielle générative sont énergivores et consommateurs de matières rares. Les plus utopistes, en revanche, diront que tout est possible, l'IA et l'IA générative ouvrant un champ des possibles assez infini. Comme d'habitude, la vérité est médiane. Pour la décrypter, je vous propose d'accueillir sur scène notre prochain plateau, Ariane Thomas, Angélique Diarra, François-Xavier O'Mahony et Thibaut Vigy. Merci à tous les quatre. Alors François-Xavier, c'est à vous que je vais m'adresser d'abord. Vous êtes directeur exécutif et responsable de la sustainability pour le retail en Europe chez Accenture et surtout à l'origine de cette table ronde pour nous aider à appréhender un sujet qui est encore très flou, c'est ce qu'on va voir. Et pour l'éclairer, vous avez sollicité 3 entreprises pionnières sur le sujet. Ariane Thomas, à côté de vous. Ariane, vous dirigez la feuille de route Tech et Sustainability pour le groupe L'Oréal. Vous êtes également pilote, vous pilotez le programme Intelligence artificielle de confiance. Angélique, vous êtes Chief Staff of Staff, CSR au sein de la direction RSE de Carrefour. Alors vous, l'IA et la durabilité, vous y croyez. Les projets sont déjà là et c'est ce qu'on examinera tout à l'heure. Et enfin, à côté de moi, Thibaut Vigy. Vous êtes Chief Strategy and Transformation Officer, directeur de la transformation pour le groupe Darty. Et dans un cadre, et c'est ce qu'on examinera aussi tout à l'heure, que vous souhaitez protecteur et raisonné, vous commencez à déployer des premiers cas d'usage durables autour et soutenus par l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. Donc ma première question va entrer dans le vif du sujet. Pour certains, l'intelligence artificielle est un véritable danger pour la planète, je viens de le dire, en raison du caractère énergivore de cette intelligence artificielle et aussi en raison des matières rares et qu'elle consomme. Pour d'autres, elle va être la solution à tout, y compris aux problèmes de la planète. Alors Thibaut, finalement, qui a raison? Oui. Pardon, François-Xavier. Eh bien, en fait, on n'a pas encore la réponse à cette question. On est en pleine découverte de la puissance de cette nouvelle technologie. L'ensemble des entreprises sont en train de tester les cas d'usage. Et du coup, on ne sait pas encore complètement quel est de l'effet positif de la GenAI ou de l'effet négatif de la GenAI sur la planète va l'emporter. Et c'est tout l'intérêt de cette table ronde. C'est justement de se poser la question et d'en débattre. Et donc, aujourd'hui, le GenAI est utilisé dans les industries du retail et de la grande consommation sur déjà plein de cas d'usage, y compris pour le client consommateur. Ça peut être un agent conversationnel pour l'aider au choix, un configurateur produit. Ça peut être un chatbot qui lui permet de répondre à ses questions. Ça peut être autour de l'optimisation de la production de campagnes marketing digital. Bref, énormément de cas d'usage. Et les entreprises essayent d'identifier les cas d'usage les plus efficaces en termes commerciaux, en termes financiers. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, et c'est le cœur de notre discussion, c'est que le GenAI demande une consommation d'énergie juste incroyable. Et donc, à la fois pour s'entraîner sur des milliards et des milliards de données qui sont hébergées dans des data centers qui consomment de l'énergie, à travers des puces qui sont très consommatrices de matières rares. Et donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, la GenAI, c'est la consommation d'énergie de l'Espagne. D'ici 5 à 10 ans, on va doubler le nombre de data centers et la part des data centers dans la consommation d'énergie mondiale va passer de 1% à 13%. Donc on est vraiment sur une inflation de la consommation d'énergie liée à la GenAI. Et donc voilà, il y a cette implication négative qu'il faut avoir en tête dans cette phase de sélection des cas d'usage et d'amplification, de mise à l'échelle de ces cas d'usage de GenAI.
Après, c'est aussi un potentiel énorme de solutions nouvelles pour le développement durable. Et on va y revenir, je pense, donc autour de l'efficacité énergétique, autour de l'agriculture de précision, autour de la simulation des événements climatiques, bref, plein de choses positives. Mais donc, on n'a pas la réponse, et c'est une bonne idée d'en débattre. Donc il y a des effets positifs qu'on peut supputer, des effets négatifs qu'on n'anticipe pas forcément, qu'on n'appréhende pas forcément beaucoup aujourd'hui. Mais comment peut-on faire pencher la balance et comment peut-on mettre cette intelligence artificielle et intelligence artificielle générative au service de la durabilité ? Et alors donc, il s'agit de minimiser les effets négatifs et de maximiser les effets positifs. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire pencher la balance. Donc il faut s'y mettre au travail. Et je pense que Ariane va nous parler de minimiser les effets négatifs. Et puis Angélique et Thibaut vont nous parler aussi de maximiser les effets positifs. Mais donc, juste en 2 mots, pour minimiser, il y a besoin d'avoir des modèles d'IA qui sont moins énergivores. En fait, il y a un énorme delta entre les différents modèles d'IA, et il y a des modèles d'IA qui sortent tous les mois, et donc il y a une variété énorme de capacités des modèles à consommer ou non beaucoup d'énergie, et puis il y a à mesurer. Voilà, je pense qu'il y a un vrai point, c'est autour de la mesure de la consommation d'énergie de ces modèles, de bout en bout, je dirais, du data center au microprocesseur en passant par l'usage final. Et donc, moi je pense qu'il y a un critère important que toutes les entreprises doivent prendre en compte, c'est la valeur durable, au-delà de la valeur économique, au-delà de la valeur financière, au-delà de la valeur commerciale, c'est la valeur durable du cas d'usage, et de mettre en balance justement, que cette balance soit systématique dans l'identification et la sélection des cas d'usage. C'est comme ça qu'on fera pencher la balance du bon côté. Ariane, je vous vois acquiescer aux propos de François-Xavier. Vous, c'est des missions qui vous tiennent à cœur au sein du groupe L'Oréal ? Ça ne marche pas ? Absolument. Bonjour à tous. Alors moi, je voudrais rebondir sur un chiffre qu'on connaît tous, mais à 10 milliards d'êtres humains, il faut 4 planètes. Et donc, c'est absolument stratégique aujourd'hui pour nos entreprises, pour nous citoyens, de fermer les boucles matières. Et l'intelligence artificielle va nous permettre de pouvoir comprendre où sont les gisements de matière, de matériaux, et de pouvoir fermer les boucles matières de façon à réutiliser, remettre dans d'autres chaînes de valeur les matériaux qui ont terminé leurs premiers usages. Et ça, c'est vraiment essentiel aujourd'hui d'avoir ça en tête, c'est qu'on a vraiment besoin de fermer les boucles matières et d'accélérer l'économie circulaire. Alors, pour revenir sur la question de IA et GenAI au service de la durabilité, chez L'Oréal, en fait, c'est un sujet qui est plus large que l'IA, qui est autour de la tech. Nous souhaitons devenir champion de la beauty tech et en même temps rester champion du développement durable. Et pour ça, j'ai construit et constitué une équipe il y a 3 ans qui, comme on l'a démontré auprès des consommateurs pour nos shampoings, pour tous nos produits, va regarder l'impact spécifique de la tech à l'intérieur de toutes nos activités. Donc que ça soit les matériaux, nos iPhones, les écrans, les data centers qui sont utilisés, que tous les applicatifs qu'on utilise en interne et en externe. Et ce que disait Xavier, en termes d'impact, c'est très important de rester sur la question de la consommation des ressources et de la consommation de l'énergie. On a beaucoup entendu parler, on a beaucoup travaillé tous dans nos entreprises autour des émissions de CO2, mais en fait, les émissions de CO2, c'est un net qui est à partir de la consommation et aussi des crédits, des certificats d'énergie renouvelable qui sont achetés. Donc, l'intérêt de notre plan d'action aujourd'hui qui s'appuie sur 3 piliers stratégiques, c'est 1, Sustainable Tech by Design, donc c'est vraiment tout ce qui est autour de l'éco-conception, comment mettre moins de ressources pour le même résultat. Ensuite, d'engager notre écosystème, donc Empower Our Ecosystem. Et le 3e, qui complète les 2 premiers qui sont environnementaux, c'est également sur la partie inclusive. Et donc, au quotidien, ce qu'on fait, c'est pour chacune des actions, donc que ce soit les PC, les écrans, le Wi-Fi qu'on achète,
on met à côté de la performance économique, de la performance opérationnelle, des indicateurs autour de la consommation énergétique de ces devices ou de ces applicatifs. Et c'est très compliqué aujourd'hui parce qu'il nous manque des données, mais en tout cas, petit à petit, on les construit avec l'aide de partenaires externes et aussi avec l'aide des grands de la tech. Et donc, d'avoir un tableau de bord qui permet de dire aux équipes, voilà la performance opérationnelle, mais également la performance environnementale de ton application, ce qui nous amène à décommissionner, à retravailler, à regarder les applicatifs qui ne sont pas efficients. Donc, c'est vraiment un travail comme on l'a fait avec des objets physiques sur des objets qui le sont moins. Je voudrais revenir sur la petite bataille cordiale, certes, mais qui existe aujourd'hui pour vous pour récupérer ces données. Ça veut dire, vous me disiez pendant la préparation, c'est encore flou, on a encore du mal à poser des ordres de valeur sur un prompt ChatGPT par rapport à une requête Google. Donc, absolument. On en est où de ça? Absolument, c'est toujours en cours. Vous connaissez certainement mieux que moi les sujets de IaaS, PaaS et SaaS. Et donc, dans les échanges que l'on a avec nos grands de la tech, on a quel est l'impact réel, quelle est la consommation énergétique, par exemple, d'un prompt GPT. Et aujourd'hui, compte tenu de la chaîne de valeur et en fonction des LLM, on a plusieurs acteurs. Ils ne nous donnent pas les informations de façon détaillée. Donc, sous NDA, on est allé les chercher de manière à pouvoir dire à nos équipes, un prompt GPT, c'est à peu près 10 fois la consommation d'un Google Search. Mais quand vous utilisez des images, quand vous faites des vidéos, là, la consommation énergétique, elle passe de 100 à 1000 par rapport à une utilisation classique. Donc, c'est vraiment cette espèce de mécanique de dire, là, c'est une Ferrari, et on sait que la Ferrari, ça coûte cher et que ça consomme beaucoup d'essence, et cet algorithme-là, c'est une paire de baskets, et on peut l'utiliser. Donc, ça n'empêche pas qu'on utilise de la GenAI, mais de permettre aux équipes de comprendre quand est-ce que c'est très consommateur, quand est-ce que ça l'est moins. Donc, difficulté à obtenir l'information. Et donc, aujourd'hui, cette information, si je comprends bien, elle acculture vos équipes à un usage raisonné. Absolument. Elle vous permet aussi de donner le bon accès aux bonnes personnes, c'est ça, de ne pas Tout gaspiller. à fait. Il y a un vrai sujet pour l'ensemble des collaborateurs d'être augmentés par la tech. C'est-à-dire que d'engager nos équipes et de ne pas être anxiogène en disant ça consomme beaucoup, ça présente beaucoup de risques, mais pour inventer, innover les cas d'usage de demain qui vont permettre de trouver des solutions, c'est de faire que les équipes soient à l'aise avec les outils, mais en comprennent l'impact. Donc cette question de tableau de bord qui permettent de dire celle-ci, elle consomme beaucoup, cette application-là, elle consomme beaucoup, elle n'est pas efficace, et de travailler de façon vraiment récurrente, régulière avec nos équipes. Merci Ariane. Alors chez vous aussi Thibaut, c'est un peu la même philosophie, enfin c'est même complètement la même philosophie. D'ailleurs pendant la préparation, vous aviez les mêmes exemples de la Ferrari contre la 2 chevaux. Pour vous, cette information qu'on est en train d'acquérir, qu'on n'a pas encore, qui n'est pas encore assez granulaire, vous permet d'acculturer un usage raisonné. Mais alors vos collaborateurs, et vous avez aussi l'ambition d'acculturer un usage raisonné le client final, c'est-à-dire le consommateur qui vient au magasin. Exactement. La durabilité, elle est au cœur de notre plan stratégique et au cœur de notre raison d'être. On est engagé pour un choix éclairé et une consommation plus durable. Et on a la conviction que l'IA générative et même la data, pour commencer, vont être de formidables accélérateurs de cette transformation, tant en interne qu'en externe tournés vers les clients. Donc en interne, on va travailler autour de productivité, d'expérience client, d'aide au choix. Et pour nos clients, on est les vendeurs de pelles de la ruée vers l'IA. On vend les PC, les services avec l'IA embarquée. Et notre enjeu, c'est de faire percevoir les bénéfices liés à l'IA à nos clients, qu'on ne se cache pas derrière un discours technologique, mais vraiment faire toucher du doigt les bénéfices. Et un bénéfice, notamment en lien avec la durabilité, c'est toute la gestion de la batterie des devices et de faire en sorte que les produits durent plus longtemps, consomment moins et une durée de batterie qui soit allongée. Voilà, c'est un premier exemple. Et alors, comment est-ce qu'on fait concrètement ? On a un gros travail sur, d'abord, responsabilité d'employeur, former nos collaborateurs. On forme 100% de nos collaborateurs à l'utilisation et à la compréhension des technologies d'IA générative.
D'abord pour démythifier, apprendre à s'en servir et puis garantir leur employabilité future. Donc on a un tronc commun et ensuite chaque corps de métier est formé. Et en particulier 100% de nos vendeurs en magasin sont formés à l'IA générative pour pouvoir l'expliquer à nos clients et leur faire toucher du doigt les bénéfices. Et vous verrez dans certains magasins, c'est matérialisé. Les vendeurs les plus experts ont un badge qui revendique cette expertise et permet à nos clients d'identifier tout de suite le vendeur expert sur ces sujets. Donc vraiment gros focus sur former 100% de nos collaborateurs. Ensuite, on a travaillé à se protéger, à définir le cadre responsable dans lequel on opère en termes de cybersécurité, RGPD, choix des modèles, impact de l'IA. Alors je suis content de voir que vous aviez la même image que moi entre le choix des modèles sur la Ferrari, la 2 chevaux, la paire de baskets, et sensibiliser nos collaborateurs au choix des modèles. Ça va être toutes les clauses fournisseurs que l'on va travailler pour s'assurer que l'IA qu'on utilise est compliant avec nos règles groupes. Ça, c'est le premier bloc, se protéger. Deuxièmement, c'est structurer. Notre grande crainte, c'est de faire du jetable. Et donc, d'une certaine manière, d'avoir consommé de l'énergie humaine, IT, voilà, et donc d'avoir impacté la planète pour des POC qui vont faire flop. Et donc, on a créé l'usine interne, Data and AI Factory, pour pouvoir produire les cas d'usage et s'assurer qu'on va pouvoir passer à l'échelle chacun de nos cas d'usage et que ça rentre correctement dans notre écosystème. Et enfin, dernier pilier, c'est expérimenter, donner accès aux technologies et travailler l'appropriation des technologies. La formation, j'en ai parlé. Il y a aussi tout un travail sur montrer les bénéfices au quotidien. Et une stat, c'est qu'on a déployé Copilot auprès d'une communauté de testeurs. Ceux qui se sont pleinement appropriés revendiquent 3 heures d'économiser par semaine, quand d'autres n'en perçoivent pas encore les bénéfices. Donc il y a un vrai travail de fond pour faire toucher du doigt, améliorer la productivité des collaborateurs. Et nous, notre enjeu, c'est pas tant de faire avec moins de gens, mais c'est plutôt avec autant d'effectifs, de faire beaucoup plus et d'accélérer notre transformation dans des secteurs comme le retail où les cycles s'accélèrent très fortement. Et vous me disiez que pour le collaborateur, donc on en était au début, vous étiez sur des choses très générales pour éduquer le consommateur finalement à acheter moins énergétique, ou en tout cas acheter des produits à faible énergie, mais que vous vouliez aussi l'éduquer pour ne pas finalement reproduire l'exemple raté par le secteur sur la 5G. Ça veut dire que ce consommateur aussi comprenne les enjeux d'énergie et les enjeux de bénéfices aussi autour des technologies. Oui, exactement. On ne veut pas simplement dire il y a de l'IA ou comme on a pu dire il y a de la 5G, mais faire toucher du doigt les bénéfices concrets aux consommateurs, démythifier cette technologie, leur faire toucher du doigt comment ça peut changer leur vie. En particulier, c'est avoir des PC qui durent plus longtemps, des services au quotidien qui vont améliorer leur productivité. On peut imaginer, notamment sur l'électroménager, l'IA arrive aussi pour mieux gérer la durée de vie de votre produit, avoir la juste utilisation en fonction de ce que vous allez chercher dans la machine à laver, par exemple. Angélique, par rapport à tout ce qui a été dit, est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance à soulever aujourd'hui sur l'utilisation de l'IA et la Gen IA ? Oui, c'est vrai que dans notre métier, donc chez Carrefour, là je représente plutôt les sujets RSE. Et c'est vrai que dans nos métiers, on est toujours à la recherche de plus de transparence, plus de vigilance sur ce qui peut être partagé ou ce qui peut être transmis. Et aujourd'hui, avec l'IA générative, il y a le vrai sujet de l'erreur. L'erreur qui est causée par les publications extérieures à Carrefour et qui peuvent être peut-être biaisées. L'erreur qui est aussi causée par les hallucinations ou les biais des systèmes d'IA générative et qui créent des résultats qui ne sont pas qualitatifs et qui ne représentent pas la stratégie portée par Carrefour. Donc c'est vrai que pour nous, l'impératif quand nous pensons à l'IA générative, c'est de voir comment on peut s'appuyer sur ces outils pour s'assurer qu'ils puissent présenter la réalité de notre stratégie ou quand ce n'est pas le cas, avoir les sources qui nous permettent de prouver que ces informations ne sont pas correctes. Et donc en ça a déjà été dit, mais la pédagogie, l'accompagnement à l'usage de l'IA, s'assurer que les modèles sont complets et correspondent à nos besoins, je pense que ça va être la clé pour nous. Aujourd'hui, on en est encore à réfléchir à ces cas d'usage pour notamment le reporting extra-financier, mais voilà, c'est un point pour nous qui est important de faire attention à l'erreur. François-Xavier, donc si on peut se dire finalement qu'on en est au tout début de l'IA, on en est à la préhistoire, l'homme va apprendre à canaliser ce nouvel atout, ou en tout cas ce nouveau sujet. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme apport aux enjeux RSE ?
Alors, on a publié pour le compte des Nations Unies Global Compact une étude l'année dernière sur GenAI for the Global Goals. Donc, on a essayé d'identifier, Accenture, les usages possibles de l'AI et GenAI au service du développement durable. On en a 6 majeurs. Le premier, c'est autour de l'efficacité énergétique et de l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques. Alors c'est un peu loin du retail, mais c'est hyper important. C'est-à-dire que plus vous êtes sur des énergies renouvelables non pilotées, plus vous avez besoin, grâce à des prévisions météo, de comprendre quelle sera la puissance générée par ces énergies renouvelables pour pouvoir préparer le réseau à accueillir cette énergie. Donc c'est extrêmement important et prometteur pour le verdissement de l'énergie. Le deuxième, c'est autour de l'agriculture de précision. Faire en sorte qu'on utilise le moins d'eau possible, le moins d'intrants possible, que les sols soient le plus conservés. Ça demande pas mal de data, pas mal d'algorithmes, et les AI peuvent vraiment aider à cette agriculture de précision moins consommatrice. Après, un troisième usage extrêmement important, c'est autour de l'exploitation des images satellites. On a une capacité publique et privée d'identifier à la fois les zones à risque, donc les zones d'inondation, les zones de tempête, etc., de faire les simulations de ces zones à risque, de préparer les populations et les gouvernements à ces risques. Ça, c'est pour l'usage public. Pour l'usage privé, c'est une donnée extraordinaire d'informations sur où est-ce que les matières premières ont été achetées, cultivées, et Unilever l'utilise aujourd'hui sur la partie déforestation depuis assez longtemps déjà, pour identifier parmi toutes les matières premières achetées quelles sont celles qui ont été sur des zones qui ont été déforestées avec l'analyse de l'historique des images satellites. Mais au-delà de ça, on peut brancher l'ensemble de ces données fournisseurs, rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, avec les données géographiques, les images satellites aussi, pour identifier les risques. Et d'ailleurs, Accenture a identifié, a développé un outil qui s'appelle NTIER Supply Chain Simulator, où on mêle à la fois les données internes de chacun des fournisseurs avec les données externes, géographiques et d'images satellites pour identifier les risques. Il y a un quatrième usage qui est autour du learning. C'est un puissant outil, et je pense que Thibaut va en parler pour les réparateurs, mais d'apprentissage. On peut tout à fait imaginer le GenAI comme un coach virtuel pour s'entraîner à faire pour les commerciaux un sales pitch, pour n'importe quel employé, pour apprendre une matière nouvelle avec cet aspect conversationnel qui est extrêmement puissant. Et puis on s'affranchit également des langues, puisque le GenAI permet une traduction simultanée en hongrois, en tchèque, en slovaque, de l'ensemble des contenus. Donc un vrai outil de formation continue qui peut être mis au service du développement durable. Et d'ailleurs, juste en Inde a été développée une application mobile pour les médecins pour améliorer la santé maternelle. Voilà, en fonction de l'âge, le stade de la grossesse et des risques, il y a un certain nombre de questionnaires qui sont proposés aux médecins pour permettre une meilleure santé maternelle. Et enfin, tout ce qui est autour de la transparence des chaînes d'approvisionnement, c'est extrêmement compliqué, malgré l'obligation pour ceux qui se sont engagés sur le scope 3 d'obtenir des données, mais c'est extrêmement compliqué d'obtenir des données sur les centaines de milliers de fournisseurs de différents rangs sur l'empreinte carbone, la consommation d'eau, bientôt la biodiversité. Or, l'AI et la GenAI permet d'aller chercher de la donnée et de structurer de la donnée non structurée. Donc, ça ne fait pas tout, mais ça permet de pré-mâcher le travail pour permettre d'identifier l'impact de ces fournisseurs sur l'environnement. Voilà, donc pas mal de cas. Je vous invite à aller regarder ce rapport que Accenture a fait avec les Nations Unies Global Compact en 2023. Alors par exemple chez Darty, on a déjà commencé à développer certains cas d'usage durable. Est-ce qu'on peut les raconter, Thibaut ?
Oui, alors on a pas mal de cas d'usage pour aider les consommateurs à adopter des comportements plus durables, en particulier sur la réparation et faciliter la réparation pour le consommateur. Donc on a développé une IA qui, sur la base des symptômes que vous allez décrire ou conseiller lorsque vous appelez pour décrire votre panne, va pouvoir donner une information au technicien en disant « cette panne peut être réparée à distance ». Et donc derrière, vous avez le technicien qui va vous rappeler faire la réparation. Donc ça permet, c'est triplement gagnant. C'est gagnant pour le client, puisque satisfaction client, délai de réparation extrêmement court. C'est gagnant pour la planète, puisqu'on n'envoie pas de techniciens sur la route, donc il n'y a pas de consommation de carbone liée à la réparation. Et enfin, c'est gagnant économiquement, puisqu'on ne dépêche pas un technicien, là encore, à votre domicile. Donc, premier exemple. Deuxième exemple sur lequel on travaille, ça résonne avec ce que disait François-Xavier, sur le coach pour nos techniciens. Notre enjeu pour nous, c'est vraiment de garder l'humain dans la boucle, parce qu'on n'a qu'une réputation, et si vous parliez d'erreur tout à l'heure, il suffit d'une erreur qui fasse exploser la maison et on aura tout perdu. On aura perdu 50 ans de contrat de confiance. Donc notre enjeu, c'est vraiment de garder l'humain dans la boucle, et en particulier le technicien, mais de le coacher, de l'augmenter pour améliorer la satisfaction client et la productivité. Et là-dessus, ce qu'on travaille, c'est on a une base de connaissances SAV qui finalement est la base sur l'ensemble des pannes que l'on a pu constater au cours des 50 ans de notre histoire, qui s'appuie sur les notices constructeurs. Et donc comment est-ce qu'avec nos données de réparation, les notices constructeurs, on crée des fiches pannes instantanément sur la base des symptômes qui vont être un peu le guide pour chacun des techniciens. Et ça, c'est très vertueux, notamment pour nos jeunes techniciens. Vous savez, c'est un métier pénurique. On forme chaque année plusieurs centaines de techniciens. On a un enjeu à les faire monter en compétences le plus rapidement possible. Et donc, par ce biais de fiches pannes automatiquement générées, on va pouvoir les aider à acquérir plus rapidement les compétences et donc améliorer là encore notre capacité de réparation, réduire les délais pour nos clients. Donc ça, c'est plutôt côté technicien. Et sur le volet acculturation, on a développé un chatbot RSE en interne. On a 700 personnes directement mobilisées sur les sujets RSE, en plus de leur job au quotidien. Et donc, on a développé un chatbot pour qu'ils puissent poser toutes leurs questions sur les politiques RSE de l'entreprise, sur les outils à disposition, tout ce qu'ils peuvent faire pour améliorer la performance RSE de l'entreprise. Donc, un chatbot, on a 700 personnes, on a plus d'une centaine d'utilisateurs réguliers, des retours très, très vertueux et aussi une vertu en matière de reporting. Nos législateurs sont très forts pour empiler les couches de reporting. La CSRD a venu ajouter des éléments et n'en simplifie pas tant que ça. Et donc une inflation de questionnaires à compléter pour les collaborateurs de l'équipe RSE. Et donc là, ce chatbot permet aussi de travailler à compléter ces questionnaires beaucoup plus rapidement et donc de concentrer leur travail sur des tâches à valeur ajoutée et la transformation durable de l'entreprise. Alors cette inflation du reporting en matière de RSE, François-Xavier, c'est quelque chose, je crois, dont on attend beaucoup de l'IA sur ce sujet-là. C'est un mouvement général pour les entreprises que vous accompagnez. Elles vont vers ça ? Oui, elles vont vers ça. C'est une nécessité parce qu'il y a une telle attente des investisseurs, des agences environnementales sur la mesure des progrès des entreprises sur le développement durable. Mais c'est une attente qui n'est pas standardisée. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de critères, de guidelines et de questionnaires qui fait que les équipes développement durable des entreprises est complètement sous l'eau pour répondre à ces questionnaires et à ces demandes particulières. Et là, c'est un usage assez classique du GenAI qui, branché sur les données de l'entreprise et des fournisseurs, peut permettre de pré-mâcher. L'humain est évidemment clé parce qu'on ne reporte pas des choses sans que l'humain ait validé de manière très claire la véracité, de toute façon c'est auditable, des données, mais ça permet de faire en sorte que les équipes se concentrent plutôt sur faire progresser les choses plutôt que de passer beaucoup de temps à reporter. Et effectivement, Accenture a développé un petit outil qui s'appelle ESGNI, donc ESGNI, qui permet justement de concaténer l'ensemble des données qui sont disponibles provenant de plusieurs sources d'informations, à la fois internes et externes, pour aider les services de développement durable à faire leur reporting. Donc oui, c'est un gain de temps précieux. Alors, on avait identifié pendant la préparation un autre point vertueux avec Ariane. C'est sur celui de l'optimisation de la productivité énergétique, sur lequel effectivement les technologies IA et GenAI pouvaient vous aider. Effectivement, en fait,
de façon générale, cette question de productivité et de compréhension des données, des zones d'impact est stratégique pour nos entreprises. En complément de ce que disait François-Xavier sur la CSRD, qui est la dimension reporting de toutes nos activités, il y a un vrai sujet aujourd'hui de disponibilité de la donnée dans la chaîne de valeur. Donc quand on est en interne sur nos propres usines, nos propres activités, nos propres sièges, c'est facile, mais après cette compréhension, disponibilité de la donnée quand on est aux fournisseurs de rang 1, 2, 3, 10, qui ont tout autant de l'impact en fait dans nos activités, l'IA va être très prometteur pour essayer de faciliter en fait l'accessibilité de la donnée à la totalité de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, la façon dont on travaille, elle est vraiment autour de cette efficacité dans l'utilisation des ressources, donc que ce soit sur la dimension énergétique. Très naturellement, les premiers cas d'usage ont été autour de la fabrication des jus. Donc ce sont des immenses cuves de 20 tonnes où on brasse différentes matières premières. Et donc la capacité d'obtenir une émulsion la plus rapidement possible, d'avoir la bonne diffusion, liquidité, enfin fluidité de la matière est stratégique parce que ça correspond vraiment à des temps de fabrication, à des rendements. Donc ça a été appliqué ainsi sur toute la partie bâtiment, tout ce qui était consommation énergétique, inefficacité, on l'a également utilisé. Et en ce qui concerne de façon plus proche tout ce qui est data center et compréhension de quels sont les systèmes d'IA qui consomment le plus, là également, cette question de consommation énergétique et consommation des ressources est vraiment pilotée à partir de tableaux de bord que l'on a déployés. Et ce que tu disais, François-Xavier, c'est à côté de la performance opérationnelle, d'avoir des indicateurs d'impact, parce que parfois nos équipes informatiques, elles achètent et elles réservent une instance, une VM, et donc on voit, on a acheté une capacité, et comment on va plus loin que ça pour se dire, j'ai acheté une instance, mais je peux être plus efficace. Et juste pour terminer, pour engager les équipes, je ne sais pas si vous savez, chez L'Oréal, on est 90 000, il y a 30 000 collaborateurs qui ont un indicateur de performance qui est connecté à leur évaluation en fin d'année, à leur bonus, à leur augmentation, autour du développement durable. Et le seul métier qui est à 100% depuis 2021, ce sont les équipes IT and Tech, les data scientists. Et ça a été un véritable shift parce que ça leur a dit, la sustainability, c'est pas seulement un sujet pour les produits ou les usines. Vous avez un rôle à jouer. Et donc le fait de pouvoir engager l'ensemble de nos collaborateurs, leur disant, vous avez un rôle à jouer sur la productivité énergétique, donc des choses que vous savez acheter, la CPU, la RAM, le volume de données que vous achetez auprès de vos fournisseurs, ça a un impact énergétique et donc vous avez un rôle à jouer là. Je voudrais revenir de manière un peu fouillée sur la productivité énergétique. On a parlé aussi en préparation du sèche-cheveux. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. En arrivant ici, donc évidemment on l'utilise en interne, mais ce qui est nouveau pour nous, on dit en termes de vision stratégique, on veut inventer la beauté du futur en devenant l'entreprise du futur. Et donc, jusqu'à présent, vous achetiez un rouge à lèvres, un mascara, une mousse à raser. Et depuis quelques jours, vous avez vu sur les panneaux d'affichage dans Paris, vous pouvez acheter un sèche-cheveux qui est le fruit d'une collaboration avec un fournisseur de L'Oréal et qui permet de consommer entre 30 à 50% de moins d'énergie tout en protégeant les cheveux. Et donc c'est vraiment l'hybridation des expertises. On est expert du cheveu, on a des données de cheveux sains sur une centaine d'années avec l'expérience d'un fabricant de sèche-cheveux. Donc merci. Donc, collaborateurs et consommateurs. Angélique, pour revenir chez Carrefour, il y a un autre cas d'usage pour lequel l'IA et l'IA générative vous intéressent dans la chaîne de valeur, c'est celui du risque de la supply chain, c'est ça ?
Oui, exactement. Aujourd'hui, chez Carrefour, en effet, nous avons différentes sources d'approvisionnement en matières premières, également des fournisseurs divers comme L'Oréal. Et c'est important pour nous de pouvoir autant avoir des publications volontaires sur ce que nous faisons, mais aussi répondre au mieux aux nouvelles exigences réglementaires. Donc en parlant d'exigences réglementaires, je peux citer le devoir de vigilance, qui est une loi française qui nous oblige à prévenir les risques sur nos chaînes d'approvisionnement. Et demain, on aura le règlement européen sur la déforestation et sur la dégradation des forêts. Et donc ça va nous obliger encore plus à prévenir et à guérir la traçabilité sur nos matières premières, à respecter, à protéger la biodiversité. Et l'IA peut nous aider à compléter plutôt ce qui existe déjà. Donc aujourd'hui, nous avons les audits qui sont mis en place, notamment dans des pays à risque. Nous avons également des contrôles réguliers. Je peux vous en citer certains. Dans nos pays à risque qui produisent nos textiles, nous avons un outil qui s'appelle Worker Voice. Cet outil est à la disposition des collaborateurs qui peuvent eux-mêmes créer des alertes et donc nous pouvons réagir pour réguler les problématiques. Nous avons d'autres sujets comme le screening des réseaux sociaux, du web, qui va nous permettre, s'il y a un rapport sur plusieurs problématiques, plusieurs alertes, de réagir et de trouver les solutions pour pouvoir améliorer nos chaînes de valeur. Donc en ça, l'IA et l'IA générative peut nous aider à prévenir, à réagir plus rapidement dans l'immédiateté et nous y croyons beaucoup. Ça peut nous permettre, par exemple, si nous avons un fournisseur qui est dans une zone à risque, de réagir, de l'accompagner également dans son changement. Et ça peut nous aider à visualiser une zone définie qui est problématique ou voire même une parcelle. Donc en ça, dans notre quotidien, l'IA générative peut être un grand plus. Vous me disiez même pouvoir projeter d'autres manières de travailler, ça veut dire aux inspections traditionnelles qu'on a toujours connues sur des sites de production, peut-être réagir maintenant en fonction du niveau d'alerte, c'est ça ? Ou du niveau, en tout cas, des signaux faibles que peuvent vous rapporter l'IA et l'IA générative. C'est ça, exactement. C'est un cas d'usage qui aujourd'hui n'est pas encore appliqué, mais qui nous fait réfléchir. Et en ça, on pense qu'on peut travailler en collaboration avec nos différents fournisseurs. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers, d'autres cas d'usage durables pour lesquels vous utilisez l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative chez Carrefour ? Oui, donc chez Carrefour, notre engagement, c'est la transition alimentaire pour tous. Donc nous avons différents sujets. Le premier, ça va être comment accompagner nos clients dans une consommation responsable, une consommation saine. Donc nous avons mis en place différents outils. Le premier s'appelle Opla. Opla, c'est un chatbot qui vous permet de vous aider dans vos courses. Donc, il va vous permettre de vous proposer des produits par rapport à un budget. Il va également vous permettre de vous proposer des menus par rapport aux ingrédients que vous choisissez. Nous avons aussi un autre outil d'IA décisionnel qui s'appelle le bouton « Mieux manger ». Ce bouton apparaît à la fin de votre panier d'achat. Donc vous avez réalisé vos différentes sélections et l'IA décisionnelle va vous permettre de choisir des solutions plus responsables en fonction de ce que vous aimez. Donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, nous avons 40% des utilisateurs de ce bouton qui changent le produit grâce à ce bouton. Donc on voit l'impact dans leur quotidien et c'est vrai que pour nous, pouvoir les accompagner dans une consommation plus saine rentre complètement dans nos enjeux. Et le deuxième sujet, ça va être la réduction du gaspillage. Donc nous travaillons avec plusieurs startups, dont 2 qui vont nous aider à prédire les commandes que nous devons faire en fruits et légumes en fonction de facteurs exogènes. Par exemple, la météo, en saison estivale, si c'est la saison des pique-niques, peut-être qu'on achètera un petit peu plus de tomates, etc. Donc ça nous aide à pouvoir prévenir cela. Et toujours sur le gaspillage, plutôt sur ce que nous pouvons proposer aux clients et également aux magasins, c'est une application qui va permettre de proposer des réductions promotionnelles sur des produits qui vont arriver à date courte, donc qui vont bientôt être en situation de péremption. Et donc là, il y a des réductions diverses qui sont proposées pour que le client puisse en bénéficier. Et enfin, là, c'est plutôt des sujets à construire, des sujets sur lesquels nous croyons, toujours dans le magasin. Comment optimiser la consommation de l'énergie. Donc ça peut passer par la préchauffe des fours au bon moment. Ça peut aussi passer par l'allumage des lumières également quand nécessaire, ou encore
l'adaptation de la température des frigos en fonction des températures ambiantes en magasin. Merci beaucoup Angélique. Alors on est presque en avance sur cette table ronde. Avant de laisser le mot de la fin à François-Xavier, est-ce que l'un de vous veut réagir en conclusion? Ariane? Je pense qu'on n'a juste pas adressé, et je voulais ajouter l'espèce d'accélération incroyable qu'il y a dans nos vies aujourd'hui autour des compagnons. On voit beaucoup d'agents qui vont permettre demain de travailler, donc on parlait de chatbot, mais de façon plus précise, à destination de collaborateurs pour le développement durable, pour être plus efficace en fait dans l'utilisation des ressources. Et donc cette espèce d'augmentation en fait de capacité d'avoir un assistant spécifique pour un sujet ou de façon générale, pour moi on doit être attentif à cette consommation de données. Et encore une fois, quand il s'agit de texte, je trouve que l'impact est assez contraint. Quand on regarde la production d'images, la production de films, il faut vraiment être vigilant. D'autres choses pour Angélique ou Thibaut? Finalement, l'IA générative, c'est une nouvelle technologie et à la fin, c'est notre responsabilité collective de savoir comment est-ce qu'on l'utilise au mieux pour construire une consommation plus durable, un futur plus durable. Et on a eu, là, je crois, des beaux exemples de transformation à l'œuvre. Après, c'est un long chemin, on est au début. On entend beaucoup une forme de fatigue, de dire il y a eu beaucoup de cas d'usage qui ont été testés, et puis c'était parfois décevant. On est au début d'une transformation remarquable, et chacun d'entre nous est acteur au quotidien de cette transformation. Avec un vrai sujet d'acculturation, parce que je ne suis pas sûre aujourd'hui que le grand public comprenne les rapports de valeur qu'il y a effectivement quand on utilise ChatGPT de cette façon-là. Enfin, c'est quelque chose qui est en train de proliférer pour tout le monde, et je ne pense pas que les gens aient cette échelle de valeur dont on parlait en début de table ronde, d'un rapport de 1 à 10. Je pense que l'information n'est pas encore parvenue dans le grand public. Ce n'est pas à moi de m'exprimer, je laisserai le mot de la fin à François-Xavier. Oui, je pense que cette table ronde montre que la balance est toujours possible de faire pencher d'un côté ou de l'autre, qu'il y a plein d'applications positives, et je remercie tous les participants à cette table ronde d'avoir partagé ces exemples. Je pense que on est au début effectivement de cette technologie, donc il faut en inventer d'autres. Il y a une dimension de créativité, et il y a 200 modèles qui sortent chaque mois, donc des modèles spécifiquement entraînés sur des cas d'usage spécifiques. Faisons en sorte que les modèles s'entraînent sur des sujets de transition écologique. Voilà, ça c'est une sorte de demande que je fais. Et puis dans le déploiement progressif des cas d'usage, et c'est la bonne nouvelle que ça se passe chez L'Oréal, chez Carrefour et chez Fnac Darty, mais mettons bien le critère valeur durable dans l'usage à côté de la valeur économique, commerciale et de productivité. Ça fera vraiment avancer le public dans le bon sens. Donc plutôt une note positive. Je pense qu'on est au début de l'histoire et qu'il y a un sens des responsabilités des entreprises qui est en train d'émerger. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, Vanina, c'est plutôt le citoyen consommateur où là, il y a peut-être un petit déficit pour faire en sorte que nous aussi, dans notre quotidien de nos vies, on utilise ChatGPT de manière mesurée ou Midjourney, etc. Voilà. C'était le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup.